Ce dont je suis le plus fier, c'est de la fierté que ressentent tous mes concitoyens d'être des Montréalais. Jean Drapeau a été maire de Montréal pendant 29 ans. Et sans interruption, de 1960 à 1986. Tu trouves pas que vu d'en haut, c'est encore plus spectaculaire? C'est vrai que c'est très beau, hein? Si Montréal est aujourd'hui une grande métropole connue du monde entier, elle le doit en grande partie à l'œuvre de Jean Drapeau. Pour cela, il a été vénéré par la grande majorité des gens. Mais son action lui a valu aussi d'être rejeté par les inconditionnels d'un autre Montréal, qui n'aime pas beaucoup ce qu'il a fait à la ville. Mais en fait, qui est Jean Drapeau? Jean Drapeau. C'est supposé être dans quel domaine, ça? Ben, le nom me dit quoi, là, de même, mais... Je sais absolument pas qui c'est. Je sais pas. Je sais juste qu'il y a eu un premier ministre qui s'est appelé de même. C'est un ancien maire de Montréal. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. C'est pas lui qui a fait le stade? Et les immenses taxes sur les cigarettes nous viennent tout autant de M. Drapeau afin de financer le même stade et le même échec économique. C'est lui qui a donné l'idée du projet pour faire le métro. Le métro était pas là un peu avant M. Drapeau, puis qu'il a fait seulement que l'augmentation de la ligne verte, l'agrandissement, non. Ah. Jean Drapeau, c'est un géant, avec ses qualités et ses défauts. Visionnaire, capable de mobiliser une population sur un simple appel, je dirais. Toutes des choses fort impressionnantes de gens qui sont dotés donc d'un charisme exceptionnel et d'une intelligence exceptionnelle aussi. Mais les défauts, c'est que les géants n'entrent pas parmi les petits, ne les voient pas parfois, les écrasent, ont plutôt tendance à les ignorer et, dans son cas, à les endetter. Mais c'est vrai que son séjour à la mairie de Montréal, je le dirais jusqu'à mon dernier souffle, a fait que Montréal est devenu une grande ville plutôt qu'une simple ville provinciale. Jean Drapeau est né dans l'est de Montréal, dans le quartier Rosemont. Il est amusant de noter que l'homme qui a fait de Montréal une des grandes métropoles de la planète a toujours habité le même quartier. Quand Jean Drapeau naît le 18 février 1916, la famille habite ce petit logement sur la 3e avenue. Quand il a 1 an, la famille déménage sur la 5e avenue dans un logement plus spacieux, ici, au 1er étage. L'année de ses 16 ans, son père fait construire cette maison, signe de sa réussite professionnelle. Jusqu'à l'âge de 36 ans, Jean Drapeau a toujours vécu dans la même maison que ses parents, dont 7 ans après son mariage dans l'appartement du haut. Puis, il déménage définitivement, un peu plus vers l'est, dans ce bungalow de la cité Jardin, dans le Nouveau Rosemont. Mes parents étaient de milieu ouvrier modeste. Mon grand-père, le père de maman, était boucher. Sa femme tenait à côté un petit magasinet de bonbons à la Seine, comme on disait dans le temps. C'était donc des gens
de conditions modestes. Eh bien, ma grand-mère est devenue veuve et mon père avait 3 ans. Alors, elle a été obligée de travailler en journée. Et à ce moment-là, travailler en journée, c'était se lever très tôt parce qu'elle lavait les planchers dans les restaurants ou les tavernes. Il fallait qu'elle soit établie là, en train de laver les planchers à 4h, 4h30 du matin. Elle travaillait le samedi, le dimanche. Alors donc, j'appartiens à ce milieu-là. Le père de Jean Drapeau, Joseph Napoléon Drapeau, avait pu ainsi, grâce au sacrifice de sa mère, devenir courtier d'assurance. Son bureau était installé au cœur de Rosemont, sur Masson, à 2 pas de la maison de la 5e avenue. Il a été le premier de la famille à s'incorporer à la bourgeoisie montréalaise. Jean Drapeau est le 2e d'une famille de 3 enfants. Plus âgée que lui, sa sœur Thérèse, plus jeune, son autre sœur, Madeleine. Jean Drapeau doit son prénom à une tragédie familiale. En fait, on lui a donné le prénom de son frère aîné qui est mort prématurément à l'âge de 2 ans. Aux yeux de son père, le premier Jean était un être idéal, un être parfait, et il ne cessait de donner en exemple à son 2e fils. C'est une situation terrible pour un enfant d'être obligé de faire jour après jour la démonstration de ses talents, de son intelligence. Mais ça explique peut-être aussi un caractère et une vie hors du commun. Mais la personne à laquelle Jean Drapeau était le plus attaché est sans aucun doute Berthe Drapeau, sa mère, maman, comme il l'a toujours appelée. Elle jouait si bien du piano que l'été, les voisins avaient pris l'habitude de se réunir autour de la galerie pour l'écouter. Jean Drapeau se souvient aussi du charme de sa voix. Maman, elle a été confiée par mes grands-parents au meilleur professeur du temps et elle aurait pu vraiment faire une carrière de très grande chanteuse. Berthe Drapeau a transmis à son fils le goût, la passion de la grande musique et du chant lyrique. Une passion qui l'accompagnera toute sa vie et qui est à l'origine de certaines de ses grandes réalisations à la mairie de Montréal. La construction de la Place des Arts est étroitement liée au souvenir de Berthe Drapeau. M. Drapeau était un amoureux d'opéra. Il en mangeait le matin, le midi, le soir. Il soupait, il couchait avec de l'opéra. Dans sa voiture, il y avait toujours de l'opéra. Mais la voix, pour lui, lui, ça, c'était une voix. Ça, c'était une voix. Peu importe s'il avait chanté Tristan ou Rigoletto, ça n'avait aucune espèce d'importance. Lui, ce qu'il aimait, c'était le chant, la voix. La famille de Jean Drapeau était très pieuse et très croyante. Comme presque tous les Canadiens français, le jeune Jean donc a été élevé dans la doctrine de la religion catholique. Avec en plus, juste en face de la maison des Drapeaux, l'église Sainte-Philomène. Une église qu'il a fréquentée avec assiduité pendant toute son enfance et son adolescence. À cette époque, comme beaucoup de garçons de son âge, le jeune Jean rêvait de devenir prêtre. C'était courant dans ce temps-là. Quand on demandait à un enfant « Qu'est-ce que tu vas faire? » Petit gars, quand tu vas être grand, 9 fois sur 10, la réponse, je veux faire un prêtre. Et moi, comme j'avais vu bien des variétés de prêtres, quant à leur costume, ce qui m'avait dû me frapper plus, c'était les pères blancs. Alors, je précisais ma réponse, je veux faire un père blanc. Toute sa vie, Jean Drapeau restera fidèle à l'enseignement de l'Église catholique. Une Église toute puissante, présente dans tous les domaines de la vie sociale. Une Église dictant sa loi aux individus et orientant la politique. Mais une Église apportant aussi une réponse rassurante au mystère de l'univers. Monsieur Jean Drapeau, est-ce que vous avez la certitude de l'existence de Dieu? Je suis très heureux de pouvoir vous dire oui. On ne peut pas trouver dans la matière une réponse vraiment à ce qu'on cherche.
Aide-toi, le ciel t'aidera. Pour Jean Drapeau, la réponse ne viendra pas toute seule. Et les efforts sont loin d'être terminés. C'est à l'école primaire Jean de Brébeuf, à 100 mètres en face de sa maison, que Jean Drapeau a appris à lire, à écrire et à compter. Mais toujours sous le regard de l'Église. Les murs sont inchangés. Seule différence visible, l'école est mixte. C'est pendant sa scolarité que le jeune Jean Drapeau apprend Le Vaisseau d'or, le poème le plus célèbre du poète québécois Émile Nelligan. Il admire tellement Nelligan qu'il ouvrira plus tard un restaurant-salle de concert qu'il baptisera Le Vaisseau d'or. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Dès ses 14 ans, Jean Drapeau prend contact avec la politique municipale. Il donne un coup de main à son père, Joseph Napoléon, qui se présente comme conseiller à l'Hôtel de Ville de Montréal. À cette époque, il se présente 2 fois. 2 fois, il est battu. Il sera finalement élu pendant la guerre et demeurera conseiller jusqu'à sa retraite en 1966. Il aura le bonheur de voir son fils accéder à la magistrature suprême de la ville. On peut imaginer à la fois la joie et l'immense fierté de Jean Drapeau quand il a invité pour la première fois son père à s'asseoir à sa place dans le fauteuil du maire. Disparaissait alors et à jamais la comparaison obsédante avec le premier Jean, son frère aîné. Jean Drapeau a toujours eu conscience du fossé qui sépare les Canadiens français des Canadiens anglais. Depuis le cœur du Vieux-Montréal, les Anglais dirigent l'économie et en conséquence la politique du pays. Profondément révolté, le jeune Drapeau constate que les Canadiens français sont dans leur ensemble réduits à n'être qu'une main-d'œuvre subalterne. Et comme il l'écrira plus tard, à devenir un peuple locataire dans son propre pays. Très jeune, Jean Drapeau se passionne pour le fait français au Canada. Il s'engage dans des mouvements catholiques et il prend la défense avec ferveur de ce que les nationalistes appellent à l'époque la race canadienne-française. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il fait la rencontre du penseur francophone qui va le plus l'influencer, le chanoine Lionel Groulx. Lionel Groulx, voilà un personnage important dans la formation de la pensée politique du jeune Drapeau. Toute sa vie, il lui sera d'une fidélité absolue. D'ailleurs, la pensée de Lionel Groulx a tellement marqué Jean Drapeau qu'il tiendra à mener le cortège funèbre lors des obsèques du chanoine en 1967. Mais surtout, il donnera son nom à l'une des stations du métro. Je n'ai jamais cru, voyez-vous, qu'on doive écrire l'histoire autrement qu'on ne la trouve. Par ses prises de position politiques, Lionel Groulx est un personnage contesté. Mais c'est aussi un homme indispensable à la compréhension de l'histoire du Québec, du Canada français comme on disait à l'époque, donc indispensable à la compréhension du parcours de Jean Drapeau. Longtemps professeur d'histoire à l'Université de Montréal, Groulx est le grand historien des Canadiens français. Il a dépoussiéré leur histoire. Il a surtout réveillé en eux la fierté de leur culture et de leurs origines. Toute sa vie, il s'est battu pour que les Canadiens français puissent devenir pleinement maîtres chez eux. Et à l'époque, c'est le seul combat qui compte pour Jean Drapeau. Je pense que s'il avait suivi son instinct, jeune homme, il se serait vu, là, comme beaucoup de jeunes Canadiens français de l'époque, comme un sauveur potentiel de la nation. Le chanoine Groulx, dans son œuvre, appelait de toutes ses forces la naissance d'un chef. Je trouvais que ça nous manquait beaucoup, ça. Puis je pense que M. Drapeau, dans ses premières années, est influencé beaucoup par ça. Jean Drapeau veut que les Canadiens français montrent à tous qu'ils sont capables de grands projets et de grandes réalisations, au même titre que les Canadiens anglais. L'idée d'un pouvoir fort était dans l'air du temps. Hitler et le nazisme en Allemagne, et surtout Mussolini et le fascisme en Italie, étaient des modèles qui séduisaient une partie des intellectuels canadiens français. Et l'abbé Groulx
Et Jean Drapeau n'était pas totalement insensible à ces idées. J'imagine que les personnes qui vont écrire l'histoire sur Jean Drapeau vont assez professionnels pour le mettre dans son temps. On a accusé Lionel Groulx d'antisémitisme. Il ne l'était pas beaucoup plus que les autres chrétiens qui reprochaient aux Juifs le meurtre de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. L'antisémitisme était une réalité sociale à l'époque. Qui pourra nier que ça existait partout dans le monde, et dans les années 30, ça existait à Québec et au Canada. Il y a une longue tradition, malheureusement, où on n'aime pas les Juifs, et ce sont des boucs émissaires de notre société, et peut-être même encore. Mais durant les années 30, c'était excessivement virulent et difficile. Et il faut dire que ce n'était pas seulement les Canadiens français, c'était les Anglais aussi, et c'était dans les mœurs, et c'était acceptable pour beaucoup de monde, et c'était accepté par les autres. Le 18 octobre 1940, Jean Drapeau est rédacteur au journal étudiant Le Quartier Latin. Il publie un article où il dénonce le comportement des réfugiés russes arrivés à Montréal au début des années 20. Chaque fois que le Canada, et particulièrement le Canada français, a daigné recevoir des immigrés au nom de quelques grands principes, nous avons toujours eu à nous en repentir. Alan B. Gold, alors étudiant en droit avec Jean Drapeau, sait très bien que l'article était dirigé contre les Juifs fuyant l'Allemagne nazie. Ce qui est assez drôle, c'est que Jean, malgré ça, n'a pas donné la moindre impression qu'il m'a blessé ou que j'ai été blessé comme Juif. C'est comme si j'étais d'un autre monde, d'une autre catégorie. Ce qui me choquait plus que si j'étais directement visé. Et j'ai vécu des semaines très, très inconfortables. Et de temps en temps maintenant, avec la réflexion qui vient 60 ans après, j'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai pas soulevé peut-être pas un cri d'alarme ou dire, mon Dieu, ça n'a aucun sens. Mais dans le temps, on m'a dit, Alan, écoute, c'est un éditorial, il y aura un autre demain, il y a un autre dans une semaine, ça ne changera rien, laisse faire. Alors, j'ai rien fait. Le 4 janvier 1937, une tragédie touche le jeune Jean. Berthe, sa maman, meurt d'un cancer du sein. Elle a 46 ans, il en a 21. La nuit, c'est moi qui la veillais. Et je dois dire que maman avait toujours fait le lavage et le repassage elle-même. Et l'idée que le temps qu'elle était malade dans son lit, les draps, les oreillers, le linge de lit, il irait à la buanderie, et ça lui aurait fait bien de la peine. Alors, je lavais son linge de lit. C'était un de mes plus beaux souvenirs. Jean Drapeau essaie d'oublier son chagrin en se noyant dans le travail. En plus, et pour payer ses études, il trouve un emploi au gouvernement, au service des assistés sociaux. Il s'occupe maintenant des personnes âgées, des aveugles et des mères nécessiteuses. C'est une expérience qui va le marquer. Il va entrer en contact avec la vraie misère. C'est un travail ingrat. D'un côté, il devait rapporter les cas de fraude. De l'autre, il ne pouvait être insensible à ce qu'il voyait. D'autant plus qu'à cette époque, à la fin des années 30, la situation économique est encore en pleine dépression. Le chômage, la misère, les soupes populaires font partie du paysage. J'avais donc passé 2 ans, presque 3 ans, à entrer dans les foyers. J'étais très réceptif à tout ça. Et dans notre administration, vous savez, être sensible à la question sociale, ça ne veut pas simplement dire mettre sa main dans sa poche puis donner de l'argent. Ça veut aussi dire procurer plus de services ou améliorer le sort des travailleurs. Son emploi et ses études obligent Jean Drapeau à se déplacer constamment. Il achète sa première voiture.
Et il était déjà bien futé, le jeune étudiant de l'époque. Alan B. Gould se souvient que Jean Drapeau avait ajouté un petit quelque chose à sa voiture. Il était gâté parce qu'étant employé de l'État, il avait une étiquette sur le pare-brise de sa voiture, OHMS, en anglais, bien sûr, On His Majesty's Service, qui disait qu'étant en devoir et au service de l'État, on ne pourrait pas le donner une contravention, une ticket, comme on disait dans le temps. Septembre 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Au même moment va s'ouvrir au Canada une nouvelle page de la lutte perpétuelle que se font les Canadiens anglais et les Canadiens français. Suivant Mackenzie King, le premier ministre fédéral, les Canadiens anglais sont d'accord pour aller se battre en Europe. De leur côté, les Canadiens français ne veulent absolument pas participer à un conflit qui, disent-ils, ne les concerne pas. Mackenzie King organise alors un plébiscite pour pouvoir décréter la conscription. Les nationalistes canadiens-français influents se regroupent pour s'opposer au plébiscite et à la conscription. Le 11 février 1942, ils organisent une manifestation de protestation au marché Saint-Jacques. Sont présents à cette réunion Jean Drapeau, farouche opposant à la conscription, et Gérard Filion, le futur directeur du Devoir. C'est ici qu'a eu lieu la fameuse assemblée du mois de février 1942. C'est ici que Jean Drapeau a fait probablement son premier discours politique. Le principal orateur de la soirée était Henri Bourassa, le très respecté leader nationaliste canadien-français et fondateur en 1910 du Devoir. Bourassa, comme l'abbé Groult, du reste, était l'une des idoles politiques de Jean Drapeau. Donc, sans doute un peu ému, un peu exalté, un peu trop confiant peut-être dans ses talents oratoires, Drapeau y va d'un discours enflammé contre les Anglais. Discours qui n'a pas plu à Bourassa. Bourassa s'est adressé à Jean Drapeau en lui disant « Jeune homme, il ne faut pas s'en prendre au peuple anglais, qui est un grand peuple. C'est un peuple qui a fait des choses énormes à travers le monde et il faut le respecter. C'est pas au peuple anglais que nous en voulons, c'est à l'impérialisme britannique. » Jean Drapeau n'a rien dit. Il était un peu confus, évidemment. Et je pense qu'il en a tiré une leçon. Je ne l'ai jamais entendu par la suite dire quoi que ce soit contre un peuple en particulier, que ce soit les Juifs, les Anglais, il s'en est jamais pris au peuple comme tel. Finalement, le premier ministre Mackenzie King gagnera son plébiscite. Et il sera approuvé massivement par le Canada anglais et repoussé massivement également par le Québec. En septembre 1942, Jean Drapeau fait la connaissance d'une jeune fille de la bourgeoisie de Rosemont, Marie-Claire Boucher. Elle est le charme même. Jean Drapeau ne lui résiste pas. C'est l'abbé Groult qui les mariera en 1945. Le couple aura 3 enfants, 3 garçons, Pierre, Michel et François. En 1943, Jean Drapeau est admis au barreau de Montréal. Au dire de ses confrères, Drapeau était un excellent avocat de droit pénal, avec en plus la réputation d'être un bon orateur. Il sera donc avocat, mais un peu à contre-cœur. J'aurais aimé être médecin. J'avais à ce moment-là une santé assez frêle. Et ma mère me disait, tu sais, médecin de famille, ça, c'est... Faut que tu te lèves la nuit, faut que tu te couches tard. T'as pas la santé pour faire un médecin. J'ai pas fait beaucoup mieux. C'est vrai. Toute sa vie, Jean Drapeau a travaillé plus que tout autre. 4 ou 5 heures de sommeil lui suffisaient. De l'aube jusqu'aux heures du soir les plus tardives, il était courant de le trouver au travail. J'aime bien que le travail soit terminé. Quand on commence quelque chose, il faut le terminer. C'est facile de commencer quelque chose. La difficulté, c'est de terminer. Jean Drapeau applique sa méthode à son métier d'avocat. Il commence d'ailleurs à avoir une réputation de procureur exigeant et tenace. En fait, pour Jean Drapeau, le métier d'avocat, c'est bien, mais sa véritable vocation, c'est la politique. Il s'y risque à 3 reprises.
Malheureusement, chaque fois, ce sera un échec. En 1942, alors qu'il n'a que 26 ans, il est battu, honorablement, à des élections fédérales dans Outremont. En 1944, il est de nouveau battu, mais cette fois-ci à une élection provinciale. En 1948, il récidive au fédéral, mais un sondage défavorable l'amène à se retirer avant l'élection. Alors, au municipal, on a voulu de moi, j'y reste. Je ne prends pas de chance. À la fin des années 40, un événement marquant va jouer un rôle déterminant dans le destin de Jean Drapeau. En 1949, Jean Drapeau va s'illustrer comme avocat durant l'une des grèves les plus célèbres de l'après-guerre, la grève de l'amiante. À Thetford Mines et Asbestos, les mineurs de l'amiante déclenchent une grève implacable qui va durer plusieurs mois. Mais si les revendications sont totalement justifiées, la grève, elle, est illégale. Et la riposte de Maurice Duplessis sera sans pitié. Il y aura des arrestations et les procès se dérouleront, surtout à Sherbrooke. Le syndicat des mineurs est alors dirigé par Jean Marchand, l'un des compagnons de route du futur premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau. En 1986, au cours de l'émission Avis de recherche, l'un des compagnons syndicalistes de Jean Marchand raconte qu'à l'époque, le syndicat était à la recherche d'un bon avocat. On avait 3 excellents avocats à Sherbrooke. Seulement, c'était des plaideurs, des gars très gentils, qui manquaient un peu de fermeté. Alors, j'appelle Jean, et je dis à Jean, écoute, moi, il me faut quelqu'un ici qui est capable de donner un coup de poing sur la table, d'aller faire face à la police, puis de leur dire que ces gars-là, c'est des citoyens à part égale. Il dit, qui c'est ça? J'ai dit, Jean Drapeau. Il dit, je te l'envoie tout de suite s'il veut y aller. Appelle-les. Alors, Jean s'est organisé avec le reste. Et puis, à un moment donné, mon drapeau arrive à Asbestos. Moi, j'ai trouvé qu'il était courageux et je pense que c'est le seul point que je voudrais souligner là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, se compromettre pour des syndicats qui étaient en grève illégale, pour un jeune avocat qui, surtout, était déjà un homme public, ça prenait du courage pour dire, ben, je vais y aller, puis je vais... Puis ça, ben, enfin, ça m'a impressionné. À ce moment-là, mes services étaient requis à cause du droit pénal. Mais je ne voyais pas pourquoi les accusés ne devaient pas être défendus comme il se devait. Maurice Duplessis multiplie les obstructions et les embûches envers les mineurs arrêtés et Jean Drapeau. Drapeau proteste. Il va même jusqu'à menacer Duplessis de le poursuivre devant le barreau pour obstruction à la justice. Finalement, pour Jean Drapeau, les résultats de son action seront mitigés en ce qui concerne ses clients. Mais quant à ses rapports avec Maurice Duplessis, ils vont devenir irrémédiablement détestables. Après la guerre, partout au Québec, les jeux de hasard, les paris sur les chevaux hors du champ de course sont interdits. Partout, sauf à Montréal, où ils sont tolérés. Vous savez, dans tous les magazines américains, Montréal était décrit comme The Sin City, la ville du péché, avec des photos montrant comme c'était facile d'entrer dans une maison de jeu, dans une maison de paris, ou même dans les maisons de prostitution. Les maisons de jeu, les barbottes, comme on disait, les maisons de paris et les bordels, en 1950, on en dénombre encore une centaine, fleurissent au carrefour du péché, autour de lac Sainte-Catherine-Saint-Laurent, dans le quartier du Red Light. Parfois, pour rassurer les citoyens, on organise des descentes de police, on assiste à des arrestations spectaculaires, mais les gens sont en général relâchés rapidement. Il faut dire que là où il y a de l'argent non conventionnel, il y a aussi de la corruption. Il semble bien évident pour tout le monde que la police est au courant de ce qui se passe dans le Red Light. Il semble bien évident également que certains policiers sont payés par la pègre et que certains de leurs supérieurs ferment les yeux sur leurs agissements. Mais personne n'en a jusqu'ici apporté la preuve. Il faudra une enquête journalistique retentissante pour crever l'abcès une fois pour toutes. Depuis novembre 1949, l'ancien directeur adjoint de la police de Montréal, Pacifique Plante, dit Pax Plante, publie dans Le Devoir une série d'articles, une soixantaine, intitulée « Montréal sous le règne de la pègre ». Il dresse un portrait du Montréal interlope. Il démonte
tous les rouages des commerces et des jeux interdits. Il montre la perversité du système, mais surtout, il dénonce la complicité d'une partie du corps policier et des autorités municipales avec la pègre. Il reste des lecteurs pour se demander ce qui me pousse à remuer encore toute cette boue. Je leur ferai une réponse très simple. C'est que la boue est toujours là. Ceux qui l'ont laissée s'accumuler sont toujours au pouvoir et je me refuse, avec des milliers d'autres citoyens, à dormir sur cette saleté. À la suite de ces articles, un comité de moralité publique est mis sur pied. Il demande l'ouverture d'une enquête publique. Finalement, l'enquête est confiée au juge François Caron. Il désigne Pax Plante et Jean Drapeau comme procureur. Pax Plante et Jean Drapeau vont commencer par établir les dossiers. Bon, on a limité à la prostitution, le pari et le jeu. Il y avait les loteries, il y avait d'autres choses. Bon, ces trois-là, on a eu sur 5 000 dossiers. On a eu 15 000 accusations sur 5 000 dossiers. Mais ça a demandé presque 5 ans de travail acharné, du matin au soir, dans des conditions que maintenant je préfère oublier, parce que si c'était à refaire, mon Dieu, on se demande si on recommencerait. Il est fort heureux que la mémoire soit une faculté qui oublie. En effet, l'enquête est loin de se dérouler dans le calme. S'attaquant à la pègre, il y a de gros bonnets, Pax Plante et Jean Drapeau sont tour à tour soumis à des tentatives de corruption. Mais comme ça n'a aucun effet, ils sont menacés de mort. Finalement, l'enquête Caron aboutira à la fermeture des maisons de jeu et des bordels et à la destitution du chef de la police, Albert Langlois. Dynamisé par les résultats de l'enquête qu'il a provoquée et avec à sa tête un personnage haut en couleur, Pierre Desmarais, le comité de moralité publique se transforme en parti politique, la Ligue d'action civique. La Ligue va partir à la conquête de la mairie. C'est par hasard et parce qu'il habite dans le Nouveau-Rosemont que Jean Drapeau va pouvoir briguer le poste de maire. À l'époque, les candidats à la mairie doivent obligatoirement résider à Montréal. Or, le chef de la Ligue, Pierre Desmarais, n'habite pas dans Montréal. Il se tourne donc vers Jean Drapeau. Tu es qualifié, moi je demeure dans Outremont, je ne suis pas qualifié, il faut que tu te présentes. C'est comme ça que ça s'est déclenché. Alors c'était un peu en catastrophe à ce moment-là. Le 24 octobre 1954, Jean Drapeau est élu maire contre Sarto Fournier, le candidat de Maurice Duplessis. Et vous jurez de plus que vous remplirez fidèlement les devoirs de la charge à laquelle vous avez été élu. Je le jure. Lors de la première allocution de Jean Drapeau en tant que maire, fermement accroché à son micro de Radio-Canada, un jeune journaliste s'efforce un peu acrobatiquement d'enregistrer ses propos. En fait, René Lévesque, à l'époque journaliste à la télévision de Radio-Canada, va désormais suivre avec beaucoup d'attention le trajet politique du nouveau maire. Ils seront appelés à se revoir de temps à autre. Et l'assurer que nous sommes sûrs nous-mêmes que l'expérience qu'il a de la chose municipale sera toujours au service de la cité. Voici le bureau de Jean Drapeau. Pendant 29 ans, c'est d'ici qu'il a dirigé Montréal d'une main très ferme. En fait, c'est ici qu'étaient discutées les grandes comme les petites affaires de la ville. Premier arrivé, dernier parti, Drapeau pouvait travailler jusqu'à 16 jours par semaine pour s'occuper aussi bien des orientations importantes de la ville que de choses pouvant paraître anodines. Par exemple, il signait toute sa correspondance personnellement. Il signait même les cartes de vœux de fin d'année, rajoutant parfois un petit mot. En 1967, il en a signé plus de 12 000. En 1954, Jean Drapeau s'appuie sur 27 conseillers municipaux, 27 conseillers sur 100. Il va apprendre à ses dépens qu'il est difficile de gouverner sans majorité. Le premier mandat de Jean Drapeau va lui permettre de terminer son apprentissage. Une chose qu'il a encore du mal à contrôler, c'est son impétuosité. Louis Laberge est l'un de ceux à y avoir goûté. Évidemment, il y avait un petit peu de poil dans le nez. Il n'était pas facile. Et moi, d'ailleurs, il m'a déjà sorti d'une assemblée du conseil de ville. Elle m'a fait expulser par la police et tout ça, parce que, bon, j'y posais des questions.
Et lorsqu'il a voulu la première fois m'expulser, une des femmes, il était très mal à l'aise et me disait, conseillère Daviau-Bergeron, taisez-vous, si vous vous taisez pas, je vais vous demander de vous asseoir, je ne me tairai pas, je ne m'assoirai pas, vous avez pris une décision totalement partiale. Alors, si vous vous taisez pas, vous asseyez pas, je vais être obligée de vous demander de quitter la salle. Et là, je quitterai pas la salle, je me tairai pas, je m'asseoirai pas. Alors là, il dit, je vais être obligée de vous expulser. Mais on voyait qu'il était très mal à l'aise avec ça. Il avait une approche assez paternaliste avec les femmes. Il y avait de la difficulté à être très dur et autoritaire de cette manière-là. Jean Drapeau n'aimera jamais beaucoup la contradiction. Mais à l'époque, son caractère entier va l'entraîner à commettre quelques maladresses. Sa plus grosse erreur est liée au plan d'Auzois, le projet de construction de logements à loyer modique appelé Habitation Jeanne-Mance. Comme elles sont situées au centre-ville, Jean Drapeau y est fermement opposé. Prendre du terrain à 8 piastres le pied carré pour en faire un centre d'habitation à prix réduit, c'est absolument de la mauvaise administration. Pour une fois, on peut raconter la fin de l'histoire. Il n'y a pas de suspense. Le plan d'Auzois a été réalisé malgré l'opposition de Jean Drapeau. Les habitations Jeanne-Mance sont toujours là, au centre-ville. Dans les années 50, à cet endroit s'étalent des taudis et des maisons insalubres. Paul d'Auzois, un conseiller municipal opposé à Jean Drapeau, présente un plan de réhabilitation du quartier. Il a prévu raser les taudis pour construire des HLM. Jean Drapeau veut construire à la place des taudis un ensemble révolutionnaire pour l'époque, en tout cas un projet tout à fait révélateur de sa vision urbaine. Ah oui, aussi, ça nous donne l'occasion de suivre un dialogue entre deux Québécois célèbres du 20e siècle. Si on commençait par le point de départ, vous nous montrez ça sur la carte, pour rafraîchir la mémoire un peu. On a ici le centre de Montréal, alors je pense que c'est ce secteur-ci. C'est exact. Jean Drapeau commence par situer le projet et montre l'importance de l'emplacement, à l'intersection de Sainte-Catherine et Saint-Denis. Et on sait que l'intersection Sainte-Catherine et Saint-Denis est l'intersection la plus achalandée après Pire et Sainte-Catherine. Je l'ai déjà dit, c'est le Times Square de l'Est. M. Drapeau prévoit installer une cité des ondes qui regrouperait les stations de radio dans un endroit un peu semblable au fameux Radio Cité de New York. C'est plus complet encore que Radio Cité parce que ça inclut maintenant la télévision, qu'il ne faut pas oublier. Alors je l'ai baptisé Cité des ondes afin que si on trouve autre chose que la radio et la télévision, ça pourra toujours se loger là. Dès qu'il s'agit d'une activité qui utilise les ondes, ce serait son secteur. Avec le recul, on peut dire que l'esprit visionnaire de Jean Drapeau est déjà, en cette fin de 1957, en pleine ébullition. Il s'exprime clairement, malgré la fumée généreuse de René Lévesque. Alors, là où il y a un centre culturel, un musée de sciences naturelles, une cité des ondes, ça va nécessairement attirer un achalandage tel que des institutions privées vont acquérir du terrain ensuite autour de ce secteur pour y établir leurs propres activités. Et je suis absolument certain qu'on aurait un planétorium à Montréal dès que ce centre se complète. Quant aux familles déplacées, Drapeau tient à les reloger avantageusement dans des immeubles neufs avec tout le confort. Il a choisi une zone au nord de l'actuel boulevard métropolitain, dans le domaine Saint-Sulpice. Le domaine de Saint-Sulpice peut recevoir, d'après une évaluation sommaire, au moins 3000 familles. Le projet était très avantageux pour les locataires, mais le conseil municipal, où le maire n'a pas la majorité, s'y oppose. Il lui préfère le plan d'Auzois. Drapeau s'entête et va jusqu'à s'accrocher violemment avec Maurice Duplessis, le premier ministre de l'époque. C'est dans cette salle du comité exécutif à la mairie que s'est déroulé en septembre 1957 un échange assez sévère entre le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, et Jean Drapeau. Ce jour-là, Maurice Duplessis arrive à l'hôtel de ville sans crier gare. Lorsque Jean Drapeau est enfin prévenu, il entre dans la salle et il n'est pas de bonne humeur. Duplessis est assis à sa place. Le plan d'Auzois est évoqué et Jean Drapeau, n'y tenant plus, lance « Tant que je serai maire, le plan d'Auzois ne se réalisera pas ». Ce à quoi le premier ministre lui répond tout simplement « Puisque c'est comme ça, voilà donc une affaire réglée ». Dans les semaines qui suivent, Maurice Duplessis met la machine électorale de son parti au service de l'adversaire de Jean Drapeau à la mairie, Sarto-Fournier. Le 28 octobre 1957, Sarto-Fournier est élu, avec 4300 voix de plus que Jean Drapeau, qui crie au vol et à la machination. Mais rien n'y fait.
il a perdu, le plan d'Auzois est réalisé et les habitations Jeanne-Mance voient le jour. En 1959, l'ouverture de la voie maritime va marquer un changement fondamental dans l'économie canadienne. Avant, les grands navires apportaient leur cargaison jusqu'à Montréal. Montréal était alors le premier port du pays. Avec la voie maritime, les gros bateaux desservent directement l'Ontario et les États-Unis. La décadence du port de Montréal et en conséquence de la ville semble à beaucoup d'observateurs irréversible. D'autant que le nouveau maire, Sarto Fournier, n'a vraiment pas la stature pour transformer la ville. Mais Jean Drapeau prépare son retour. C'est dans cet immeuble de la rue Sherbrooke-Est que Jean Drapeau va analyser son échec. Il va surtout se donner des principes auxquels il ne voudra plus jamais déroger. En premier lieu, il considère qu'il a trop fait confiance aux journalistes. J'ai eu à l'endroit des journalistes l'attitude des autres hommes politiques dans mon premier mandat, de 54 à 57. Ça m'a conduit à une défaite électorale. Il prend donc la décision de ne plus parler que s'il a un message à faire passer. Je n'aime pas répondre aux questions hypothétiques. Je n'ai rien à dire. Je ne réponds jamais aux questions hypothétiques. On n'est pas toujours obligé de parler parce que les gens attendent qu'on parle. On doit parler quand on a quelque chose à dire. Ça, je crois que je resterai comme ça et je mourrai en disant au jugement dernier, je n'ai répondu à aucune question conditionnelle. Pendant sa traversée du désert, Jean Drapeau va rencontrer un homme dont la pensée changera profondément sa manière de se comporter en politique. Un homme pourtant mort depuis 450 ans, Nicolas Machiavel. Moi, je ne me gêne pas de parler de Machiavel. C'est comme s'il y avait la Galle. Il n'y a pas la Galle, il nous a étudiés. Il a étudié les générations de ces siècles-là. Le Prince, son livre le plus célèbre, décrit comment les hommes politiques doivent se comporter s'ils veulent acquérir et conserver le pouvoir. Et la recette est valable, quel que soit le système politique, dictature ou démocratie. Il a examiné les réactions des êtres humains. Nous autres, on appelle ça la psychologie des foules. Il n'a pas employé le mot, mais il dit les peuples, la population, dans telle et telle circonstance, a réagi de telle et telle façon. Il avait observé, il a mis ça par écrit, puis il a offert ça au prince du temps. La méthode est simple. Le prince doit agir sur le peuple en jouant sur ses sentiments, en se faisant aimer ou en se faisant craindre. Le prince a 3 moyens à sa disposition: la loi, la force et enfin la ruse ou la séduction. En résumé, la fin justifie les moyens. Ça, c'est l'analyse du machiavélisme reconnue par tous. Par tous, sauf par Jean Drapeau. C'est pas Machiavel qui était machiavélique, c'est le peuple. Mais dans Machiavel, la fin justifie les moyens. Non. Oh non, ça c'était encore ramasser les conclusions dans une phrase. C'est pas ça. Désormais, Jean Drapeau n'hésite plus à servir des leçons de son maître, Machiavel. À l'automne 1960, depuis ses bureaux de la rue Sherbrooke, Jean Drapeau se prépare pour les élections municipales. Mais rien ne va plus entre Pierre Desmarais et lui. Avec quelques dissidents, Jean Drapeau se sépare de la Ligue et fonde le Parti civique municipal. C'est donc avec un parti soudé derrière lui que Jean Drapeau part à la conquête de la mairie. C'est l'instrument politique indispensable à la réalisation du rêve immense qu'il dévore. Une équipe capable de servir au mieux sa personnalité exceptionnelle, avec ses défauts et ses qualités, eux aussi exceptionnelles. M. Drapeau avait un ego plus large que le monde. Mais c'est à cause de ça qu'il a réalisé ce qu'il a réalisé. Si Drapeau n'avait pas eu cet ego-là, ce goût d'être et de se perpétuer finalement à travers ses œuvres, s'il n'y avait pas eu ça, Montréal ne serait pas ce qu'il est. Des gars comme Sarto Fournier, par exemple, n'avaient pas d'ego. Quand t'as pas d'ego, tu fais rien.
Le 24 octobre 1960, Drapeau et son parti remportent les élections à Montréal. Il a maintenant terminé son apprentissage. La décennie qui suit est la plus importante du règne et peut-être même de la vie de Jean Drapeau. C'est pendant ces 10 ans que le vaste rêve, le vaste projet qu'il a en tête, va se réaliser. En 10 ans, Jean Drapeau va faire de Montréal l'une des grandes cités de la planète.